Écoutez, on va commencer. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous de votre présence. Et puis merci d'avoir bravé ces difficultés du jour. On sait à quel point ça a été compliqué. Alors, malheureusement, on a eu la session aujourd'hui et pas hier. Bon, c'est comme ça. En tout cas, on est ravis de vous avoir et d'être présents aujourd'hui. Donc, on va travailler sur une petite dynamique de workshop. Donc, on a un agenda qui est assez fourni. On a prévu des démos. On a tout testé, donc normalement tout devrait fonctionner. Soyez éventuellement indulgents. Mais on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif et poser vos éventuelles questions au fil de l'eau. Donc un agenda, comme je disais, assez chargé. On va rapidement se présenter qui on est. On va parler des énergies renouvelables et du digital. On va travailler sur un plan sur quatre séquences particulièrement. Donc la collecte de la donnée, l'intégration de la donnée dans les entrepôts de données, dans ce qu'on appelle les data lakes, toute la partie monitoring de cette donnée et enfin toute l'exploitation de cette donnée via l'intelligence artificielle. Démonstration à la fin. Donc vous verrez qu'on va utiliser l'IA générative dans le cadre de cette démonstration. Et puis questions-réponses et puis un certain nombre d'enseignements qu'on essaiera de vous partager à la fin. Donc rapidement pour se présenter, donc moi je suis le fondateur de l'équipe aujourd'hui qui a travaillé sur le sujet donc de Storm Reply. Et je vais laisser du coup peut-être à Sacha de se présenter également. Oui, merci Nicolas. Donc, je m'appelle Sacha Krivokucha. Je suis le Solution Architect Lead sur la partie IoT, donc sur le use case qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour parler peut-être un peu plus de moi, j'ai 8 ans d'années d'expérience sur tout ce qui est domaine des objets connectés de l'IoT, que ce soit sur l'industriel, l'automobile, les énergies, mais aussi le retail et la medtech. On va un peu parler du projet que tu as délivré pour le coup. Exactement. Et Yanis du coup? Oui, bonjour à tous, donc Yanis Saïta pour Storm Reply. Donc je suis senior IoT et AI spécialiste. Rapidement aussi, je vais parler de mon background. Donc je suis un ancien ingénieur EIA pour électricité, instrumentation, automatisme. Donc je suis un habitué des lignes de prod, des robots, etc. pour en avoir programmé un certain nombre et mis en service aussi un certain nombre. Et aujourd'hui, j'accompagne les clients pour la mise en solution d'IoT et d'AI au sein de l'industrie. Merci beaucoup. Donc rapidement, on n'est pas venu ici pour parler de nous, mais vraiment parler des projets. En synthèse, Reply est une société qui est assez méconnue sur le marché français, mais malgré tout, on est assez grand. On a accéléré il y a 2-3 ans, hein, donc on est d'origine italienne, donc on est très européen dans l'ADN. Et on est du coup quand même un gros groupe, parce qu'on est présent dans 17 pays, on fait plus de 15 000 personnes, en France on est 500 aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette dynamique d'accélération, et puis du coup plein de drapeaux français, puisqu'on accompagne désormais beaucoup d'entreprises sur le marché français. Une particularité, c'est qu'on est un partenaire exclusif de AWS. On ne fait que de l'Amazon, donc c'est un parti pris depuis le début. Donc on est vraiment expert sur ces sujets. On fait ça depuis, pour le coup, assez longtemps. Et trois focus qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Donc la data et l'analytics dans AWS, et vous expliquer comment on a mis ça en place. Les sujets IoT, donc bien évidemment comment on collecte cette donnée avec les différentes fonctionnalités. Et puis la Gen AI, c'est comment on va exploiter l'ensemble de ces données qui sont associées. Alors, le digital et les énergies renouvelables, il y a plein d'études, plein d'analyses, tout un tas de personnes, bien évidemment, donnent leur avis et leur analyse sur le sujet. Ce sont deux composants qui sont extrêmement liés pour 3 principales raisons, s'il y en avait à retenir que 3. La première, c'est que le renouvelable, on va l'appeler, a besoin d'être efficace. On sait que c'est compliqué, ça dépend de tout un tas de facteurs, la météo, le vent, etc. Donc la donnée qui est collectée sur le terrain, elle est fondamentale. Et donc cette donnée, elle est collectée et elle est exploitée dans un certain nombre d'entrepôts de données qu'on va regarder. Et elle va permettre d'optimiser la production et prédire un certain nombre de problèmes qui pourraient se passer sur les sites. Donc c'est une composante importante, c'est vraiment le use case qu'on va travailler aujourd'hui, comment on collecte ces données et on optimise la production. Deuxième sujet, c'est la cybersécurité. Pendant ces 2 jours, on en a quand même beaucoup parlé. Plus on connecte les choses, plus globalement ils sont attaquables par des personnes de mauvaise volonté, on va dire. Et donc, comment on va sécuriser dès le premier jour ces différents environnements. Et ça, c'est un élément clé aussi qui est lié au digital et au renouvelable. Et puis, aujourd'hui, on est extrêmement conscient que le digital consomme énormément d'énergie.
Donc ça, c'est un fait. Et donc les grands acteurs du digital se sont alliés aux grands acteurs des énergies pour avoir des empreintes carbone zéro. Et il y a tout un tas d'engagements qui sont faits. Et donc les deux secteurs travaillent main dans la main et ont pris des engagements ensemble. Donc les grands acteurs comme Total se sont engagés à fournir de l'énergie propre aux différents acteurs de données. Ce qui fait que en fait, ces deux composantes sont extrêmement liées sur des sujets extrêmement divers et travaillent, je dirais, main dans la main. Alors pour revenir plus particulièrement à notre sujet du jour, toi qui représentes un peu, Sacha, le client, quels sont les enjeux, quels sont les défis que tu as rencontrés en intégrant le projet du client? Merci Nicolas. Donc en fait, au sein de notre coopération avec ce client, ils sont partis de trois constats en fait initiaux. La première chose, c'est qu'ils avaient énormément de données, que ce soit principalement sur tout leur système SCADA, donc le système de collection de données industrielles, mais ils n'en faisaient rien, donc aucune valorisation. Ils souhaitaient valoriser leurs données. Le deuxième élément, c'était développer l'efficacité de production de différentes manières. Par exemple, réduire le déplacement des techniciens sur différents sites. Par ailleurs aussi, réduire l'empreinte carbone. Mais enfin aussi, accélérer les nouveaux venus, la transmission de connaissances et la résolution des problèmes. Et du coup, Yanis, est-ce que tu peux un peu vite fait nous présenter le plan de cette solution? Oui, bien sûr. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir durant ce workshop. Donc, on est venu avec Reply pour apporter cette solution aux clients, donc à savoir la collecte et l'envoi sécurisé de données vers un cloud provider, donc en l'occurrence AWS, l'intégration dans un entrepôt de données avec le nom anglais un data lake. Ensuite, on va faire du data monitoring à travers des dashboards. Et enfin, l'exploitation via l'intelligence artificielle qu'on verra à travers aussi une démonstration, un agent sur lequel on pourra poser des questions. Très bien, donc on va commencer avec la collecte et l'envoi de données sécurisées. Donc pourquoi en fait on souhaite collecter et envoyer la donnée? Alors en fait il y a 4 raisons principales: monitorer, piloter, optimiser et centraliser les informations. Donc comment on fait ça? Donc un petit peu, on va commencer vite fait à donner les définitions. Donc vous qui êtes ici, si vous avez travaillé peut-être dans des milieux industriels, vous allez sûrement connaître ces deux définitions, la séparation de l'IT et de l'OT. Donc c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Donc l'IT, c'est l'ensemble des technologies qu'on utilise, que ce soit pour la gestion, le traitement, le stockage et de tout ce qui est la transmission des informations d'une organisation. Donc ce qu'on appelle un peu tous la partie informatique. De l'autre côté, on a quoi? On a l'OT, qui va être plus des données opérationnelles, voire même qu'on peut appeler métier. Donc définition encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des technologies qu'on utilise pour la surveillance, le contrôle des équipements, processus et opération physique, donc vraiment du métier, totalement en opposition avec l'IT. Ces deux mondes ne se parlent jamais. Mais ces deux mondes sont absolument essentiels pour pouvoir piloter et répondre à tous les enjeux que le client propose. Donc pour cela, nous créons ce qu'on appelle un bridge IoT qui va pouvoir unifier ces deux mondes. Donc quelles sont les caractéristiques de ce bridge? Donc la brique principale, c'est la brique gateway. Cette brique gateway permet d'envoyer de manière très sécurisée les informations sur AWS. Elle possède 4 caractéristiques principales. La première, c'est la sécurité. Grâce à ce bridge, on continue à séparer l'IT et l'OT. Ce bridge est la seule passerelle, donc gateway, comme son nom en anglais l'indique, qui permet de récupérer les informations. Cette brique permet aussi une gestion des certificats de bout en bout, ce qui permet d'avoir vraiment une sécurité qui est parfaite et maîtrisée de notre côté. On a une composante qui s'appelle le Edge IoT, alors qui peut être optionnel en fonction de vos besoins, qui vont pouvoir faire des traitements, de la conversion ou de la connectivité. Donc pour rentrer par exemple dans le détail, dans des cas où vous êtes dans des usines multinationales, des cuves de température en fonction de votre pays peuvent être soit en Celsius, soit en Fahrenheit. Malheureusement, pas tous les industriels utilisent des unités SI. Et si vous centralisez tout ça, il faut que vous puissiez convertir tout ça. Ça m'amène à un autre point aussi, qui est la brique de la diversité. Encore une fois, ces environnements hétérogènes peuvent avoir des configurations différentes. Donc, j'ai déjà mentionné les unités, mais ça va être aussi tout ce qui va être capteurs et actuateurs, qui vont être potentiellement de modèles différents, qui vont pouvoir être pilotés de manière différente. Mais il nous faut ce bridge-là pour pouvoir uniformiser tout ça et avoir un sens, un niveau d'abstraction pour récupérer tout ça. Enfin, cette gateway va pouvoir permettre d'intégrer d'implémenter plusieurs protocoles différents industriels. Donc, ce soit, on en a cité quelques-uns ici, l'OPC-UA, le Modbus, mais tout ce qui va être low power, donc comme du LoRa, etc., comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans ce salon. Et enfin, surtout, le MQTT, qui est l'un des protocoles les plus utilisés dans les domaines de l'IoT.
Et du coup, Yannis, je te rends la main. Maintenant que j'ai collecté tout ça, qu'est-ce que toi tu fais sur AWS? Voilà, effectivement. Donc on va faire ça en fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape d'ingestion. Donc Sacha a parlé des données IoT, où on va ingérer, mais il y a aussi toute la documentation, les datasheets fournisseurs, la base de connaissances avec des rapports techniciens, etc., qu'on va pouvoir plus tard exploiter avec de l'IA. On va en parler. Ensuite, on a l'étape de transformation qui est optionnelle. Ça va permettre à homogénéiser un peu notre donnée, avoir les bonnes ranges, les bonnes unités, vérifier que par exemple la référence du capteur a bien été renvoyée vers AWS, ça va servir aussi en base de connaissances. Et ensuite on envoie tout ça dans un stockage qui est un entrepôt de données, data lake en anglais. En fait, c'est une grosse base de connaissances qui permet de centraliser toute cette documentation, toute cette connaissance. Bien sûr, le tout avec de la sécurité, du chiffrement de bout en bout. Et enfin, on va passer à l'étape d'exploitation, donc à travers des outils Power BI, du monitoring, donc du dashboarding, etc. et également de l'intelligence artificielle. Donc Sacha, je te rends la main si tu peux nous parler du dashboarding. Très bien, merci Yanis. Donc déjà, on va parler principalement des bases. Donc qu'est-ce que le dashboarding? Je pense que ça vous parle déjà beaucoup. Le dashboarding sont vraiment l'interface visuelle principale pour voir toutes vos KPI et vos métriques. C'est un outil qui est multimétier, donc que vous soyez technicien pour voir directement les informations de vos capteurs, mais également dans des domaines un peu plus, on va dire, bureau, où vous allez pouvoir monitorer les performances de vos usines. Voilà, c'est l'outil idéal pour ça. À partir de ça, on a différentes briques en plus. On a par exemple la brique de l'alerting. Donc la brique de l'alerting, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est en fonction de certaines métriques, vous pouvoir donner des alertes. Donc une sorte de surveillance automatisée qui va fonctionner sous un moteur de règles. Donc pour reprendre mon exemple de la température de cuve tout à l'heure, par exemple, je souhaite avoir une alerte lorsque la température de cuve dépasse les 60 degrés. Parce que je sais que sur mon métier, quand je dépasse 60 degrés, ça va dénaturer par exemple la nature de mes composants ou peut amener même à des situations plus dangereuses. Comment je peux recevoir cette alerte? Alors de plein de manières différentes. AWS nous permet d'avoir vraiment cette option multicanal. Les plus utilisés sont le SMS et l'email, mais on peut avoir un peu des options un peu plus exotiques comme aller sur Slack ou sur Teams par exemple. Enfin, la dernière brique, une fois qu'on a tout ça, on utilise aussi ça pour le dashboarding. Dashboarding qui a deux visées principales. Une pour la visée on va dire de préambule à la data analyse, mais également une autre qui va être pour la communication. Comme je vous parlais par exemple des options un peu plus HQ, où on va pouvoir monitorer les performances. Deux outils principaux pour monitorer tout ça, enfin deux on va dire méthodes principales, donc le PDF et les outils BI comme le Power BI. Il y a quelques éléments à considérer quand on fait tout ça. C'est une activité qui est très manuelle. Comme je vous le disais, c'est multimétier, donc chacun des métiers différents vont avoir leurs besoins. Les techniciens vont suivre certaines métriques, tandis que, par exemple, des data analysts vont vouloir en suivre d'autres. Donc, pour chacune de ces personnes-là, vous allez devoir créer un dashboard. Pour peu que la compétence de dashboarding n'est pas quelque chose que vous avez, ça va être une seule personne qui va devoir faire tout ça. Pour ce qui concerne l'alerting vous demande aussi une bonne connaissance de votre modèle. Comment vous savez à quelle température vous ne devez pas dépasser, par exemple sur votre température de cuve? Il faut que vous connaissiez votre modèle pour définir ces métriques-là. Et enfin, toujours sur les règles, il vous faut aussi une certaine exhaustivité. Suivre seulement certaines métriques n'est pas suffisant pour connaître vraiment tout ce qui se passe et pouvoir monitorer l'ensemble. Mais justement, on a une solution avec ça. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous un outil aujourd'hui qui est magnifique, qui s'appelle l'IA, qui nous permet de faire énormément de choses. Donc Yanis, je te laisse nous présenter tout ça. Voilà, merci Sacha. Donc effectivement, tu parlais de monitoring manuel, de reporting manuel, etc. Donc avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça peut être automatique, ça peut être autonome. Et donc, on a ce qu'on appelle l'alerting et reporting augmenté par l'intelligence artificielle. Donc ça va être des détections d'anomalies, pour ensuite envoyer des alertes à des techniciens pour aller faire une intervention, peu importe, sur une cuve, voilà, tu as donné l'exemple tout à l'heure. Et également pouvoir lancer des tickets, pouvoir créer des rapports pour les responsables de production, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place chez les clients et on a observé, par exemple, un temps de réactivité des équipes qui était considérablement réduit. Parce qu'on passait de 24 heures de détection, dis-moi si je me trompe Sacha, mais c'est ce qui s'est passé avec le client, Exactement. à environ 1 heure de détection via l'intelligence artificielle pour la détection d'anomalies. On a d'autres use cases avec l'intelligence artificielle, comme la performance industrielle, je pense que vous la connaissez tous, qui est la maintenance prédictive. Donc, la maintenance prédictive, forcément, on va réduire les temps d'arrêt sur les lignes de production, on va aussi conserver nos matériels pour éviter l'usure des équipements, et donc on va forcément augmenter notre productivité.
On a ce qu'on appelle l'optimisation des rendements via la prédiction de qualité de production. Donc ça parle plus à ceux qui sont dans l'oil and gas, dans les énergies. En fait, à travers du coup des analyseurs en ligne sur lesquels on a récupéré énormément de données et énormément de données aussi de process, on va être capable, en fonction de la matière première, de prédire la qualité que va produire notre gaz. Donc si c'est de l'hydrogène par exemple, pour l'hydrogène qualité mobilité, si on ingère de la biomasse, on va être capable, en fonction des paramètres d'entrée de la biomasse, l'humidité, provenance fournisseur et des paramètres du process en lui-même, de prédire, ok, on aura 99,9% de qualité de production. Donc ça c'est très utile justement pour réadapter les matières premières et aussi pour faire de la simulation en fonction justement de la matière première. Donc là, on a pu observer de l'augmentation de la productivité chez les clients. Et enfin, on a du coup les assistants aux opérateurs et superviseurs. Donc là, en fait, c'est des agents qui vont être spécialisés avec un contexte métier et qui vont pouvoir permettre d'assister, par exemple, un data analyst pour faire ses analyses, pour avoir un contexte métier aussi donné par un technicien et ou utilisé par des techniciens sur site directement pour pouvoir résoudre une panne, pour pouvoir avoir un assistant en fait virtuel qui va aider à la résolution de problèmes. Donc ça, on va le voir juste après dans la démonstration. Et donc on a pu observer comme impact business une accélération aussi sur la résolution des problèmes et également la montée en compétences. Ouais, je vais vraiment insister là-dessus. Ça ne vient pas remplacer les techniciens sur site, ça vient juste les aider à résoudre des problèmes sur site et donc garantir aussi une montée en compétences, puisqu'à travers des knowledge bases, donc des bases de connaissances qui ont été fournies par de la documentation technique, qui ont été fournies par des rapports techniciens, on va pouvoir par exemple assister un junior pour sa montée en compétences avec un simple prompt, par exemple sur un capteur, et il aurait une résolution des problèmes et accompagner aussi dans cette tâche. Donc là, on va passer à une démonstration. Donc on va parler de dashboard, on va parler parc de fermes éoliennes. Donc Sacha, si tu peux nous en parler un petit peu. Très bien, merci Yanis. Donc, pour rappel, justement, c'est vraiment un retour d'expérience d'un cas qu'on a eu avec un client, une mission qu'on a eu, enfin des missions qu'on a avec le client. Donc ce client qui gère un parc éolien de plusieurs éoliennes. Et donc avec cette solution qu'on a pu vous montrer avec ces différentes briques, nous allons pouvoir vous démontrer ici tout ce qu'on a pu faire. Donc pour éviter de vous faire un peu trop mal à la tête et faire une présentation qui va durer 3 heures, on s'est basé sur un cas simple d'uniquement 4 éoliennes. Voilà, très bien. Donc on n'a pas présenté, on a un collègue qui est en régie qui s'appelle Atim. Et donc Atim, s'il te plaît, est-ce que tu peux basculer sur la démonstration d'abord du dashboard? Merci Atim. Donc voilà, donc on arrive sur le dashboard du parc éolien. Donc là on est en temps réel, on est connecté à une usine. Donc on va avoir plusieurs métriques, et notamment la première métrique, c'est la puissance totale que font ces 4 éoliennes en puissance instantanée. Donc là, si j'arrive à bien voir, voilà, on a 26 kW de produit. On a aussi d'autres métriques. On a la puissance en kWh qui parle un peu plus au grand public. On va avoir des données donc, du torque, donc le couple en Newton-mètre. Donc ça, c'est une donnée technique utilisée par les techniciens qui peut être aussi l'image en fait, d'une usure prématurée sur une turbine. Donc ça peut orienter vers un futur diagnostic. Et donc toi, Sacha, chez le client, comment vous utilisez ce dashboard? Du coup, tu l'as très bien présenté. Pour me répéter un peu par rapport à avant, les dashboards, c'est vraiment quelque chose qu'on a de multimétier. Donc, les personnes qui vont être plus dans les headquarters vont plutôt regarder l'énergie produite parmi les différents sites, tandis que les techniciens vont regarder une métrique comme par exemple le couple pour déterminer si une éolienne peut présenter une panne ou va présenter une panne. Voilà, très bien. Donc ça, c'est une méthode déjà pour pouvoir exploiter l'IoT. Donc à travers du monitoring et du dashboarding. Mais il y a aussi une autre solution. En fait, ça va être d'utiliser la GenAI. Et justement, tout à l'heure, je parlais des assistants virtuels. Donc on a spécialisé un agent pour le parc éolien et on va pouvoir lui poser des questions en direct sur ce parc éolien temps réel. Donc Atim, est-ce que tu peux basculer sur la présentation, s'il te plaît? Donc je vous présente Bioka, qui est notre solution d'intelligence artificielle via l'IA générative. Et donc Bioka, on peut lui poser des questions sur ce parc éolien. Et par exemple, ça c'est les questions les plus posées par les clients. Donc quelle est la puissance moyenne par turbine? Donc voilà, la question est partie. Bioka est en train de réfléchir. Et plutôt qu'en fait d'aller chercher l'information sur du dashboarding, je vais simplement laisser l'intelligence artificielle faire son travail. Elle va aller collecter du coup les données qui sont présentes sur ce data lake que je vous ai présenté tout à l'heure, donc l'entrepôt de données en français. Et elle va nous sortir du coup en quelques secondes l'information. Donc, combien de temps il aurait fallu sans cette intelligence pour aller chercher cette information? En fonction de la donnée qu'on souhaite récupérer, ça peut prendre quelques heures à quelques jours.
Donc c'est vraiment un gain de temps qui est considérable. Ouais. Voilà, là en l'occurrence, c'est une question qui est assez simple. Je pense qu'en dashboarding, on peut trouver la réponse facilement. Voilà, les bases d'un dashboarding, en effet, pour une information de ce genre-là, vont être vues directement dessus. Voilà, exactement. Donc voilà, Bioca m'a répondu. Hatim, si tu peux remonter un petit peu, qu'on arrive à lire. Voilà, donc les turbines 1, 2, 3, 4. Donc on a parlé des 4 turbines. On va avoir la puissance moyenne par turbine. Donc on voit que la turbine 1 elle produit quand même pas mal. On a des observations techniques. Voilà, avec une performance supérieure de la turbine 1. Turbine 2, 3 affiche des performances similaires. Voilà, on a une recommandation aussi opérationnelle, donc il faut investiguer sûrement sur les sous-performances de la turbine 2. Et enfin, on peut avoir aussi un dashboard pour pouvoir l'extraire, hein, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on a toutes les informations réunies sur ce petit dashboard qu'on peut aussi enregistrer sur son ordinateur. Voilà. Donc toi, Sacha, est-ce que tu as une question à poser à Bioca, par exemple? Alors j'ai une question qui n'est pas du tout métier, mais est-ce qu'on peut demander à Bioca quelle est la recette de la tarte à la fraise? Est-ce que c'est possible? Oui, alors j'ai pas précisé. Donc c'est un chatbot en fait, un agent qui est spécialisé dans les parcs éoliens. Donc il n'est pas censé te répondre la recette de la tarte à la fraise. Mais écoute, on peut essayer quand même. On va essayer. Ah, tu m'as déjà écrit la question, je vois. Donc voilà, je suis pas spécialisé, il est spécialisé dans les parcs éoliens. Donc l'idée derrière ça, vous l'aurez compris, c'est que l'intelligence artificielle, on va l'encapsuler en fait avec des garde-fous qui va permettre de donner des réponses cohérentes et de ne pas sortir de ce pourquoi elle a été conçue. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, on a le pouvoir dessus et on peut la borner. Donc Sacha, est-ce que tu as une question plus pertinente qu'une recette de tarte à la fraise à poser à Bioca? C'est moins drôle du coup. Mais bon, dans ce cas-là, je vais demander une question vraiment métier qu'on pouvait avoir assez souvent et qui nous prenait beaucoup de temps. Donc par exemple, est-ce qu'on peut demander à Bioca de comparer les éoliennes par rapport à l'énergie produite en fonction du vent? Ok, donc ce que je comprends à travers ta question, c'est que tu veux avoir l'éolienne qui a le meilleur rendement. C'est ça. En fait, l'idée derrière tout ça, ça va être de croiser différentes données. Afin d'avoir ces métriques-là. Donc pour vous donner un exemple, dans le cas de nos clients, ce sont différents métiers qui vont analyser ces données. Donc on va avoir des équipes de data scientists qui vont qui vont se relayer. Mais voilà, c'est une action qui va être très lente et ça peut prendre plusieurs jours, le temps de faire ces différents allers-retours. Là, avec Bioca, on arrive à aller très rapidement. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, ça va prendre beaucoup de temps. Là, je pense qu'environ 30 secondes, on va avoir la réponse. Mais ça va en plus impliquer plusieurs métiers dans la boucle. Voilà, peut-être des réunions. Bon, là, la question, elle est quand même assez... comparer les turbines par rapport à l'énergie produite en fonction du vent. Pour avoir le rendement, si j'ai que du dashboarding, bon, ça peut être compliqué puisqu'il faut faire des extracts, hein, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut croiser avec des données météo, par exemple? Absolument, c'est possible. On peut croiser avec des éléments vidéo, des images également. Alors nous ne l'avons pas présenté ici, mais nous pouvons aussi avoir des exemples avec des datasheets de constructeurs. Donc, voilà. Donc là, la réponse, excuse-moi, je t'ai coupé en plein. Donc on a bien la réponse de Bioca. Donc si j'arrive à voir sur l'écran, c'est un peu petit. Mais du coup, on a le statut technique. Je vois que la turbine 4, c'est une performance excellente avec un ratio de 373. Donc voilà, turbine 2, 3, on a bien vu le ratio faible, hein, malgré des vents forts. Action prioritaire, turbine 2, inspection en urgence. Donc là, typiquement, on pourra envoyer un technicien sur site pour aller vérifier ce qui se passe et ou réadapter justement les paramètres de la turbine 2 en fonction de son orientation face au vent. Et aussi investiguer, par exemple, s'il y a eu des interventions qui ont été faites sur la turbine 4, il faudrait peut-être aussi les faire sur la turbine 2 et la turbine 3. Donc, si tu peux descendre aussi un peu à Team, on va avoir aussi un graphique, si tu peux l'afficher. Donc, c'est beaucoup plus parlant. Voilà, on a le ratio moyen. On voit bien que la turbine 2, c'est assez faible, turbine 3 également, turbine 1 et turbine 4 qui est la plus favorable avec 36%. Donc voilà pour cette démonstration, j'espère que ça a été intéressant, ça vous a plu. Et voilà. Très bien. Est-ce que la team, tu peux rebasculer? Ok, donc du coup voilà, on a apporté pas mal de choses, on va ouvrir aux questions. Il y a quelques du coup recommandations, c'est qu'on se rend compte de la puissance un peu de tout ça. Donc pour les industriels potentiellement dans la salle, c'est première chose, connectez vos sites. C'est-à-dire que la donnée, vous avez des capteurs qui sont plus ou moins connectés. On a beaucoup entendu ces quelques jours, non, moi je veux garder ma donnée en local.
La sécurité, c'est le premier job, donc il n'y a pas de problème à mettre sa donnée à l'extérieur du moment où c'est bien fait et sécurisé. Mais pour bénéficier de toute cette valeur ajoutée-là, il faut connecter vos sites, il faut remonter cette donnée dans les services de cloud comme lui pour pouvoir commencer à exploiter cette donnée. On va faire l'exploitation en 30, mais on peut télécommander bien évidemment des actions correctives. Comme on l'a vu, là il y a un incident, on peut déclencher une opération suite à un incident qui a été détecté. J'ai beaucoup entendu ces 2 jours aussi, bah oui, mais moi j'ai développé quelque chose sur mesure. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. La seule chose, c'est quand on s'appuie sur un service tel AWS, c'est une machine. C'est-à-dire qu'ils ont développé ça pour des milliers, voire des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Les produits sont ultra performants, ultra sécurisés. Ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est payé à l'usage. Il n'y a pas de coût de licence, il n'y a pas d'investissement. Vous faites un essai, ça dure une semaine, un jour, un mois. Vous décidez d'arrêter, vous coupez le service, le coût s'arrête. Donc ça, il y a un énorme bénéfice. Et comme on dit souvent, c'est démarrer même petit. C'est pas compliqué de démarrer petit. Ne le lançons pas dans des projets compliqués avec des mois et des mois de réflexion. Démarrons sur un test tout petit et globalement, on peut avoir des résultats extrêmement concrets. La Gen AI, globalement, là, c'est une nouvelle tendance. On a vu, on n'est pas sur du chat GPT, hein, ça n'a rien à voir. On est sur l'intelligence avec des données métiers du client qu'on a intégré dans l'environnement. Donc on n'est pas en train de jouer à quelque chose de public, tout ça est sécurisé, des garde-fous, comme l'a expliqué Yanis, et il y a des besoins, des gains qui sont extrêmement rapides. Et puis peut-être Yanis, la question, combien de temps il faut pour avoir les premiers résultats ? Voilà, très bonne question. Donc, vous avez écrit en gros 14 jours. Effectivement, en fait, c'est une métrique 14 jours pour vous donner un exemple. En fait, quand on fait de l'intelligence artificielle, on va avoir besoin de data points, donc de points de données sur des lignes, donc des données tabulaires. Et en règle générale, hein, il nous faut environ 120 000 data points. Donc, 120 000 data points pour vous donner la métrique. Si je monitore un capteur de température toutes les 10 secondes, sous 2 semaines, ça fait 120 000 data points. Donc pourquoi ? Voilà, c'est 14 jours. C'est 14 jours, c'est dû à ça. Donc environ avec 14 jours, on commence à avoir les premiers résultats pour de l'intelligence artificielle, anomaly detection, du forecasting, de la prédiction, etc. Mais concernant les agents, c'est des agents sur mesure faits avec les données IoT. Et donc une fois que les données sont remontées, soit les données sont déjà disponibles sur un data lake que vous avez déjà en place, ou alors on les remonte pour vous. Mais en l'occurrence, les agents sont conçus avec des accélérateurs. Donc c'est des projets qu'on a déjà mis en place et qu'on réutilise et qu'on customise pour le client. Et ça, les agents, c'est très rapide à mettre en œuvre. Ok, merci pour ça. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Les micros qui peuvent circuler. Bonjour à tous, Justin Cancel, groupe Gérard Perrier Industrie. J'avais une question quand vous abordiez le thème de la gateway AWS. J'aimerais savoir physiquement quels sont les équipements derrière que vous utilisez ou que vous voyez des clients utiliser pour remonter la data. Je comprends le principe de la gateway pour passer du terrain à la data qui remonte dans le cloud, mais très concrètement, moi j'ai un automate avec une sortie analogique 420 milli 0,10 volts. Comment est-ce que finalement cette donnée arrive dans un cloud AWS ? Ouais, je me permets de répondre à ça. Très bonne question. Donc l'automate, en l'occurrence, peut-être préciser la référence. Peu importe, un automate classique Siemens. Oui, un automate classique sorti. Très bien. Donc en général, on fournit aussi un hardware qui va s'accompagner. En fait, il a une base Linux sur laquelle on appelle un agent Greengrass, hein, c'est un agent AWS, qui va avoir les protocoles de communication pour communiquer avec cet automate. Donc Sacha tout à l'heure a cité au PCUA, hein, si Siemens on est sur du Profinet, peu importe le protocole de communication, le bus de terrain. Mais grosso modo, c'est ça. On fournit en fait un hardware. Soit l'hardware est disponible avec une base Linux ou alors une base Windows sur laquelle on s'installe, soit on fournit directement l'hardware. En fait, on va mettre dans l'armoire électrique et puis brancher sur le réseau local industriel et on va communiquer avec l'automate de cette façon. Ok, merci. Bonjour messieurs, merci déjà pour la présentation. Madi Berken, groupe Gérard Perrier Industrie aussi. J'avais une autre question, plutôt vous rebondir à ce que vous disiez sur les données cloud, la sécurisation de données, le cadrage de l'IA. Au niveau de la donnée intrinsèquement, qui devient propriétaire de la donnée quand on interagit avec des acteurs comme AWS, Microsoft. Pourquoi je pose cette question ? Je donne un exemple. Demain, je suis plasturgiste. J'ai des fluides, notamment pour savoir à quelle quantité passent mes fluides, à quelle température. Je donne de catégoriser ces fluides. Donc potentiellement, il y a des ingrédients
des données assez sensibles. Est-ce que ces données sont protégées? Est-ce que voilà, c'était ça ma question par rapport à ma demande. Je m'attendais à la question, en effet. Sur AWS et la donnée, c'est une question assez récurrente. Donc il y a deux manières de répondre. Le premier, c'est que vous restez toujours propriétaire de la donnée dans ce type d'approche. Voilà. Elle n'est pas mutualisée pour enrichir le modèle ou faire quelque chose comme ça. Ce sont vos environnements, elle est stockée, première chose. Deuxièmement, elle est localisée. C'est-à-dire qu'on définit ensemble, vous voulez qu'elle soit absolument en France, absolument en Europe, ou vous voulez la répliquer. Mais c'est vous qui prenez la décision de la localisation de votre donnée. Voilà. Okay. Et troisième élément, elle est obligatoirement cryptée. On a parlé rapidement de sécurité, mais comme on le disait, c'est job zéro, on commence toujours par ça. Donc on définit ensemble toute la politique de sécurité, on regarde déjà la politique de sécurité que vous avez dans l'entreprise, et comment on va sécuriser cette donnée, et on va obligatoirement la crypter, globalement, pour qu'elle soit absolument inviolable. La question peut-être qui pourrait venir, oui, mais le Cloud Act, etc. Donc voilà. Le point, c'est que du moment où vous cryptez la donnée et que vous êtes propriétaire des clés de cryptage qui vont être localisées dans votre entreprise, la donnée, même si pour quelconque raison elle venait être réquisitionnée par les Américains, ils ne pourraient rien en faire. Okay. Voilà. Donc du coup, vous restez, voilà, le risque n'existe pas. Vous savez la localiser en France, en Europe ou ailleurs, et on sait la crypter. Excellent. Merci pour ces précisions. Merci. Alors, je crois qu'il y avait une question au milieu de la salle, oui. Oui, bonjour. Question moins technique, mais plus business. Le prix d'un petit projet comme vous nous avez présenté aujourd'hui. Une enveloppe. C'est une bonne question. C'est toujours difficile de donner un prix, pas tant par confidentialité, mais ça demande un peu des questions de volumétrie. Aujourd'hui, les services IoT AWS, alors il y a deux types de prix. Il y a potentiellement notre prix pour la mise en place du sujet, mais je pense que le prix, c'est plutôt AWS que vous voulez savoir. Les deux, bon voilà. Donc pour AWS, globalement, les services IoT, ça ne coûte rien. C'est AWS, ça se compte en centimes. Et donc, vu que les requêtes sont toutes les secondes, etc., c'est des sommes de centimes, mais à la fin du mois, globalement, on est sur pas grand-chose. Quelles que soient les volumétries, on est sur pas grand-chose. Ce qui intéresse AWS dans ces sujets, c'est qu'on parle d'innovation. On parle d'enjeux métiers, et donc là, ils vont engager des discussions au niveau interlocuteur, qui ne sont plus des discussions IT, qui sont vraiment des discussions business. Ce qui coûte chez AWS, c'est le stockage de cette donnée, plus on en collecte, plus on la stocke. Et là, on ne va pas rentrer dans les techniques, mais il y a plusieurs niveaux de stockage. Donc suivant si vous voulez de la donnée extrêmement fraîche pour la requêter en permanence, donc il faut la stocker sur la haute performance. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la donnée aussi sur la longue durée. Et celle-là, on peut mettre, on peut stocker sur des environnements différents qui sont beaucoup moins chers. Donc à chaque fois qu'on démarre un projet, on fait une analyse du budget AWS. Donc on n'engage rien sans donner en avance l'estimation de consommation AWS qu'il peut aller. Puis concernant Reply, on parlait de 14 jours. Donc voilà, sur des petits projets pour démarrer, 14 jours, c'est pas grand-chose. C'est quelques journées de prestation pour comprendre les besoins, adapter au contexte et puis les mettre en place. Une question maintenant plutôt par rapport à Bioka. En reprenant un exemple commun chez nous, un technicien qui ferait une erreur entraînant une panne, une casse, quelque chose comme ça, qui se serait trompé sur un dimensionnement, un courant nominal, etc. Souvent on va se défendre en disant non mais en fait j'ai donné la doc à ChatGPT et ChatGPT m'a dit de mettre une résistance, un truc, etc. Et finalement ChatGPT clairement n'avait pas la bonne réponse parce que pas la connaissance métier. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez cette question de la responsabilité? Si vous demandez à Bioka, par exemple, j'ai telle pièce à remplacer dans mon éolienne, ou est-ce que je pourrais fonctionner comme ça, pour telle raison, que finalement vous partez sur cette décision et que vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne, comment est-ce que vous gérez comment vous validez finalement la véracité de la donnée, mais aussi la responsabilité par rapport aux décisions qui ont été prises à travers Bioka? Très bien, très bonne question. Alors effectivement, ChatGPT n'utilise pas de base de connaissances. Bioka a utilisé une base de connaissances. Et si je prends le cas de dimensionnement d'un disjoncteur suivi d'un contacteur, enfin peu importe, en fait Bioka va utiliser le schéma électrique. Donc le schéma électrique plus le bilan de puissance, ça va être écrit. Ça va être écrit la classe, ça va être écrit
voilà, classe disjoncteur, ça va être écrit le courant nominal, etc. Donc en fait, il va utiliser forcément la base de connaissances que vous lui avez fournie, et quand il va la restituer en fait au technicien, il va lui donner par exemple le folio sur lequel il a eu sur le schéma électrique, il va lui donner la ligne sur le bilan de puissance, et il va lui donner aussi la recommandation. Donc en fait, il va donner au technicien les règles, et c'est au technicien de suivre et de valider aussi. C'est lui qui est validateur derrière. Et c'est pour ça qu'on disait que ça remplace pas, mais ça enrichit en fait l'expérience du technicien sur site. Donc derrière, en fait, la responsabilité, elle est au technicien. Bioca, c'est juste un assistant qui vient donner des recommandations et pour aller plus vite dans son travail et garantir la montée en compétences. Oui, tout d'abord, félicitations pour cet exemple très clair, très éducatif sur l'impact de l'IA, avec justement ce que l'on voit dans le domaine des énergies renouvelables, l'importance d'optimiser la production, le rendement et la maintenance. Maintenant, je voulais venir sur la valeur pour le client final. Comment peut-on distinguer là où le client va s'approprier les traitements, autrement dit, les algorithmes, parce que dans son métier, ce qui va compter, c'est savoir quels sont les seuils où une turbine peut tomber en panne, quelles sont, on va dire, les limites maximum de production. Ces paramètres-là, qui touchent vraiment au métier du producteur d'énergie, je me demande en fait où Bioca et derrière AWS se superposent ou quelque part devient indispensable. Comment le client peut se réapproprier ce savoir métier? C'est une bonne question. La réponse n'est pas forcément très simple. Le point, c'est que on travaille beaucoup sur l'historique. C'est-à-dire qu'on va stocker de cette donnée au fil du temps, au fil des années, et ça va commencer à donner des trends, justement, des variations. Les pannes, c'est plutôt à tel taux. On a eu tel incident à tel taux, et petit à petit, on va analyser cette intelligence de toute cette information qu'on a collectée au fil du temps. On va faire des analyses automatiques, sortir potentiellement des dashboards. Et Bioca va utiliser cette information pour dire attention, si on dépasse tel seuil, sur les N incidents qu'on a précédemment, c'est là que ça a commencé. Et c'est sous cette dynamique de prédiction qu'on va analyser par rapport à ces données qui va permettre justement d'enrichir plutôt, et non pas se substituer, mais d'enrichir la donnée qu'ils avaient déjà, parce qu'en effet, ces industriels-là ont déjà beaucoup de données, pour peut-être l'ajuster au fil de temps, la corriger parce que ça a changé, il y a eu de nouvelles variations, et capitaliser sur de données qui est collectée, et sur un historique qui est un peu... Enfin, je veux dire, il n'y a plus de limite de stockage. Avant, on avait ces problématiques de stockage de cassettes, de je ne sais quoi, de disques à changer. Là, je dis on stocke, comme je disais, après on archive, et cette donnée, elle reste, et ça reste un service, on peut y accéder comme on a envie. D'accord, donc il pourrait y avoir plusieurs bénéfices traduits en des ROI différents. Un ROI par rapport au coût de la solution lui-même, et un ROI par rapport à la maintenance prolongée de son outil industriel. Et toute la prédiction qui est énormément simplifiée, contrairement à ce qui a pu être fait par le passé, en effet, oui. Et le côté client, lui, son driver, c'est ça. C'est comment je facilite le travail de mes équipes, comment elles sont beaucoup plus performantes, comment j'anticipe toutes les pannes que je n'ai pas réussi à anticiper avant. Et donc là, ça ouvre au business, et là on parle au business et pas à l'IT, ça ouvre tout un tas de perspectives qui changent un peu la donne, quoi. Et l'adoption de l'IA, notamment, vous avez vu, il y a un chatbot, il y a un look and feel, il y a un certain nombre de choses. C'est simple. Je veux dire, il n'y a pas de résistance plus que ça. On le voit bien, nous, au ChatGPT grand public, on y va. Il n'y a pas besoin d'apprentissage sur ces sujets-là. Donc même l'utilisateur, l'agent qui est en local dans l'usine, lui, sur son téléphone, il va avoir l'application, il va pouvoir la recruter facilement. Il va pouvoir solliciter toute cette intelligence, cette donnée qui est stockée au fil du temps. Merci. Merci pour votre présentation. Je rejoins un peu la question de monsieur. Vous parliez d'alerting. Qui va renseigner justement toutes ces données d'alerte, ces seuils? Qui va aller les renseigner? Est-ce que vous les collectez à l'origine ou est-ce que c'est l'IA qui va les enrichir au fur et à mesure? Alors grâce à Bioca, justement, on peut permettre d'avoir une meilleure connaissance du modèle et justement soit peaufiner les paramètres qu'on avait pu déjà imaginer,
mais les améliorer au fil du temps. Parce que l'avantage de Bioca, c'est qu'on a vraiment accès à l'information métier et à l'historique des données. Donc on peut dire que c'est une sorte d'amélioration continue. Le modèle va s'améliorer et va se préciser au fil du temps. Et il va pouvoir même ajouter d'autres métriques qu'on n'avait pas forcément pu imaginer ou dont on n'avait pas forcément la connaissance que ces éléments-là étaient importants. Voilà, je rajouterais également, parler des seuils d'alerting. Si je prends le parc éolien là, actuellement, qui va être monitoré par un SCADA, les seuils d'alerting vont être gérés sur le SCADA. Je vais être familiarisé avec ça. Ça va remonter sur l'automate et c'est les données en fait qu'on aspire avec la gateway. Tout à l'heure on parlait. Donc les seuils vont être absorbés s'ils sont écrits par les opérateurs et ils vont être mis à jour aussi parce qu'ils vont être absorbés un certain nombre de fois par seconde. Donc on va avoir l'information. Et auquel cas, Bioca avec l'historique aussi de données, donc ça j'en ai parlé, va pouvoir aussi renvoyer des rapports pour dire peut-être que le seuil là il va falloir le changer parce que le seuil H ou le seuil HH il est trop bas ou il est trop haut à contrario. Donc on va éviter d'aller dans une matrice de sécurité si c'est une ingénierie de process ou déclencher un arrêt machine tout simplement. Merci. Merci. Merci à tous pour votre temps, votre participation et vos questions. On a l'autre côté du bâtiment voilà un stand où on pourrait continuer des démos. On n'a pas ouvert aux questions, mais c'était en temps réel. Donc si vous voulez venir un peu essayer de le piéger pour voir comment ça fonctionne, avec plaisir. On s'est beaucoup attelé à le faire et donc voilà, désormais, voilà. Vous pouvez essayer la tarte au chocolat si vous voulez, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, donc on a un stand deuxième et c'est un stand conjoint avec AWS. Donc on a aussi toutes les réponses possibles sur AWS si vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup pour votre patience. Tout est clair, alors c'est bien. Bah écoutez, je pense que tout le monde a envie d'aller manger, donc on va clôturer là. Merci. Merci beaucoup.